Les limites de la rationalité dans l'approche des formes socio-culturelles. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à un sujet un peu complexe, un sujet qui mérite obligatoirement beaucoup de, comment dire, qui, beaucoup de, un regard multiple, un regard euh, qui englobe un certain nombre d'hypothèses et qui ne soit pas obligatoirement orienté vers un seul ou porté par un seul discours. Les limites de la rationalité. La rationalité, c'est la capacité qu'on a tous à envisager dans l'approche des phénomènes ou l'approche des problématiques ou des problèmes de toutes sortes, à envisager des solutions, à concevoir des moyens, à envisager comment dire, les possibilités de réussite et les possibilités d'échec, obligatoirement à relativiser sa capacité d'action, soit action individuelle ou collective. La rationalité un a priori, c'est qu'elle envisage les choses avec un esprit ouvert. C'est-à-dire, à chaque problème, il doit y avoir une solution. Il y a des solutions qui sont pleinement satisfaisantes, des solutions qui le sont beaucoup moins, des solutions à court terme et des solutions à plus long terme. Donc la solution accompagne le problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Donc rationnellement, de façon froide, analytique, de façon presque détachée, impersonnelle, on s'attaque à un problème et on en a une approche très, comment dire, autant théorique que pratique. Tout ce qu'il y a à discuter est à discuter. Il n'y a pas de sujet qui soit moins, d'approche qui soit moins importante que l'autre. Il n'y a pas de sujet fermé. Il n'y a pas de tabou obligatoirement. Il n'y a pas de précaution à prendre parce que la rationalité, c'est le moyen qu'on a, c'est la capacité cognitive à aller au-delà de ce qui apparaît comme relativement difficile à dépasser, donc la nécessité de dépasser un certain nombre de blocages, un certain nombre d'aller au-delà et de se projeter obligatoirement dans la phase de l'après-problème, c'est-à-dire la phase de la solution. Il y a obligatoirement des solutions avec lesquelles on commence par tracer un cadre, une solution qui est avec des registres multiples. On s'attaque d'abord à quelque chose de basique, on trace un cadre, on construit une base, puis on commence à monter l'édifice, le reste de l'édifice rationnel de l'approche, l'édifice analytique de l'approche d'un problème. Or, obligatoirement, il y a peut-être plusieurs rationalités. D'où ne vient la rationalité? Elle vient aussi, quelque part, c'est une science, c'est une approche expérimentale, c'est une approche aussi cumulative. C'est aussi parce que les observations des autres, qu'on rencontre par-ci, par-là, nous amènent aussi à avoir des approches toutes prêtes. Il y a des maximes, il y a aussi des choses écrites, des choses dans le domaine de la culture orale, il y a tout un tas de choses qui sont déjà prêtes à l'emploi, rationnellement, des solutions. Puis, il y a peut-être des rationalités selon les époques, selon aussi les cultures, selon un certain nombre de choses. Donc il faut aussi prendre en compte l'élément culturel. Donc c'est cet élément culturel qui pose problème, socio-culturel. Y aurait-il pas obligatoirement, y aurait-il des rationalités, comment dire,
qui serait en fait qui appartiendrait à des ensembles, à des continents socio-culturels. Et quelque part, ces rationalités-là seraient les rationalités qui conviennent et non pas d'autres rationalités. Si on part donc de ce qui est la rationalité que moi je développe et quelque part qui me convient, c'est la rationalité qu'on dit occidentale. C'est la rationalité qui ne vise rien d'autre qui ne s'encombre pas de précautions orales ou de précautions culturelles ou de précautions qui pourraient venir d'un côté ou de l'autre, qui quelque part elle n'a pour but que la solution. Elle utilise tous les moyens, elle n'est pas, elle n'est pas timide, elle n'a pas de complexe à dire les choses telles qu'elles sont. S'il y a un tabou, elle en parle, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas question de parler en termes de transgression, il n'y a même pas d'histoire de transgression, de blasphème, etc. C'est un phénomène. On considère que les questions sociales sont autant des questions quelque part sujettes à l'analyse, sujettes comment dire, au parti pris rationnel, que les questions naturelles, etc. Si on suppose si on s'attaque à un problème physique, c'est-à-dire un problème touchant au climat ou touchant, je ne sais pas, à des phénomènes naturels, on va faire en sorte de cumuler des éléments, puis après, à partir de là, on peut faire des projections, on peut dire que tel endroit est plus susceptible de subir tel ou tel aléa climatique, tel ou tel changement. Donc en fonction de ce qu'on observe, de ce qu'on sait, de ce qu'on expérimente, de ce qu'on, quelque part, ce qu'il a devant nous, qui est accessible, et évidemment qu'il y a des spécialistes pour toutes les questions, des spécialistes qui ont une approche beaucoup plus approfondie, beaucoup plus, comment dire, englobante qu'un simple curieux, qu'un simple, un simple théoricien ou analyste premier venu. Donc, moi, je me situe dans cette case-là, je suis analyste premier venu, et je m'attaque à quelque chose qui me pose problème. Alors, pourquoi je parle de cette limite de la rationalité? C'est dans l'approche de la question du mariage. Quelque part, il y a un problème, donc la question des femmes. Il y a quelque part, on suppose on part du postulat qu'il y a deux sexes qui sont obligés de collaborer pour pouvoir avoir une descendance. Cette nécessité, cette loi qui veut qu'il faut collaborer, et cette loi qui s'impose à tous, donc elle est constatable partout, elle n'a pas besoin d'analyse très poussée. Donc on a en face de nous un homme et une femme, biologiquement bien identifiables. Donc on suppose que elles sont en âge de procréer, donc il faudrait qu'ils se décident à un âge bien défini, parce que au-delà de cet âge, des problèmes pourraient survenir. Donc on s'attaque à un problème, on se dit il y a aussi comment dire, il y a après le préalable de la question d'appartenance sexuelle, donc il y a le problème comment dire, des conditions économiques. On se dit que, quelque part, l'idée qui veut qu'une personne ne veut pas se marier, ne veut pas franchir ce cap-là, parce que économiquement, elle ne possède pas les capacités, on part du postulat
une personne plus une personne, cela fait une force qui va au-delà des deux personnes. Il y a une force, ça multiplie la capacité d'action, la capacité d'entrepreneuriat, la capacité d'accumulation et la capacité d'enrichissement, etc. Donc quelque part, 2 plus 1 plus 1, ça fait 2, un 2 renforcé, un 2 largement. Donc quelque part dans la mise en place de ce duo est obligatoirement plus fort que les deux individus séparés. Donc on va dire que la barrière, le problème de la non-aisance, le problème de le problème économique ne doit pas être un obstacle. Donc voilà, en face de nous, une barrière qui veut que je n'ai pas les moyens. Donc on a les moyens. Après, on a ce constat. Tout le monde peut faire ce constat. Donc on a dépassé le problème du genre, on a dépassé le problème de matériel. Et on s'attaque à des choses. Donc il y a des stratégies matrimoniales. Alors évidemment, donc il faut qu'il y ait correspondance. Donc ces stratégies matrimoniales qui viennent interférer et qui empêchent donc fondamentalement la conclusion d'un certain nombre d'unions. Donc on a ces stratégies matrimoniales qui veulent que selon la couleur, bien entendu, être d'une couleur différente, cela pose problème. Être d'une famille qui n'a pas le prestige pose problème. Donc, il y a cette, ça demande cette, j'allais dire tropisme, mais cette attirance, cette envie, ce désir d'être du même bord, quelque part. On veut faire des unions entre gens qui sont qui ont les mêmes affinités, qui ont quelque part le même statut. Seulement, le problème, on ne trouve pas ces correspondants, on ne les trouve pas. Donc, quelque part, il n'est pas question de parler de caste, parce que la région que je vise par mes paroles ne connaît pas ce phénomène de caste. Mais au risque de laisser la personne seule, sans descendance, c'est-à-dire de la laisser vieille fille devenir vieille fille ou vieux garçon, on préfère plutôt on préfère ce destin-là plutôt que l'inverse, plutôt que de réaliser une union matrimoniale qui ne serait pas à la hauteur de l'attente d'une partie, au moins d'une partie, d'une partie qui serait contributif à ce projet, et contribuante à ce projet. Donc, l'observation froide clinique qui veut qu'il faut s'attaquer à ce problème de façon rationnelle, de prendre les choses en compte, tous les invariants, parce qu'il y a des invariants qui ne changent pas, après il y a des variants aussi, mais il y a des invariants, donc les invariants c'est les limites biologiques, que ce soit pour le mâle ou pour la femelle, il y a des limites à tout projet de descendance, il n'y a pas tout projet de conception. Il y a obligatoirement des phases qui sont plus propices que d'autres pour la mise, pour la mise en place d'un projet d'un projet d'enfantement. Voilà, donc j'ai quelques problèmes j'avais une idée, mais l'idée, ça ne se déroule pas comme je le veux, donc quelque part je vais essayer quand même de rester un peu, de garder ce cadre-là, parce que,
cadre-là me paraît poser problème. Quelque part, ce cadre-là n'a pas été cassé, mais il est difficile d'entreprendre, d'ailleurs même en parole. Cette question-là est une question qui reste très sensible. Certaines parties de cette question sont réservées aux femmes et les hommes n'ont pas leur mot là-dedans. Il y a aussi une question qui est réservée aux hommes et à ce moment-là. Donc il y a une crise sociale majeure et quelque part cette crise n'est pas prise comme elle devrait l'être. Cette question n'est pas prise rationnellement. On laisse quelque part partir, quelque part se désintégrer une grande partie de cette génération, une bonne partie de cette génération, et on la sacrifie quelque part parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de prise de décision. Donc la rationalité est vaincue à ce niveau-là. En fait, la rationalité, dans ces histoires qui touchent un peu à l'intime, qui mélangent l'intime avec le désir social, la rationalité est quelque part battue en brèche. Donc finalement, quand on veut avoir un discours rationnel, il y a des étapes à vivre. Et ces étapes, cette prise, quelque part, ce discours il évolue par étapes. Donc à un moment donné, on se rend compte de quelque chose, et puis on veut la mettre en application, et entre la prise de conscience et l'application, il passe un temps qui peut être considérable, et c'est ce temps-là qui était notre marge de manœuvre, et une fois qu'on s'est décidé à avancer, la marge de manœuvre n'existe plus, ou elle s'est beaucoup réduite. Donc cela me pose problème, parce que ce sujet-là, peut-être c'est pas le bon sujet pour parler des limites de la rationalité, mais peut-être que je n'ai pas trouvé encore mon sujet. Il y a un sujet que je ne veux pas traiter parce que je ne veux pas m'attirer d'ennui, mais il y a cette histoire de, comment dire, la rationalité qui voudrait dire aussi quelque part que comment dire, deux personnes qui collaborent pour un même projet ont largement plus de chances de réussir plutôt qu'une personne toute seule qui serait qui ferait face à ces défis toute seule, sans cet échange, sans cette comment dire, cette marche collective, donc le collectif est quelque part est battu là aussi par l'inclination à l'individualité, l'inclination au repli sur soi. L'être humain, quelque part, ne prend pas conscience de façon claire et nette de ses limites, de ses capacités à agir sur l'environnement. Il est quelque part un être, comment dire, un être social, un être qui ne peut quelque part évoluer qu'en interaction avec d'autres. Et pourtant, on a des capacités, des énergies qui se perdent parce que les trajectoires s'écartent, les trajectoires divergent, et on a des gens qui ont des capacités, des choses à apporter, et qui finissent par se perdre quelque part, et la société n'en profite pas. Donc, avancer à deux, encore mieux à plusieurs, tout en ayant comment dire, un regard froid, détaché sur nos limites. Nous sommes
biologiquement parlant, nous avons des réticences, nous avons besoin de l'autre, et en même temps, nous avons des réticences à vivre avec cet autre. Nous avons quelque part des tendances à vouloir être à plusieurs et être seul en même temps. Quelque part, il y a une nécessité de choisir. Donc ce choix-là, donc je me suis attaqué à la question du travail en commun, du travail collectif. Le côté, comment dire, l'atomisme, le fait là, on a parlé de familles, noyaux atomiques, je ne sais pas, les familles vraiment composées des parents et de leurs enfants, et puis maintenant on peut parler de l'atomisation de l'individu qui en fait réduit à quelque part, il réduit à sa plus comment dire, à sa plus petite manifestation. Il est comment dire, renvoyé à lui-même et quelque part avec un discours sur le fait de devoir s'autonomiser, s'émanciper des autres, un discours qui rejette l'autre dans tout ce qui est l'échec comment dire, toute solution, de tout projet de cohabitation, c'est-à-dire tout ce qui est collectivité agrandie, c'est-à-dire que pas la cohabitation à 4 ou à 5, c'est les cohabitations à plusieurs. Il y a là où la ressemblance, c'est-à-dire que nous avons besoin de l'autre et en même temps cette relation est conflictuelle. C'est cette permanence, la persistance de cet aspect conflictuel qui est quelque part qui n'est pas rationnel. Ou alors c'est l'espèce elle-même qui veut qui veut qu'elle soit comme ça. Nous avons peut-être des invariants biologiques qui font que nous réagissons de cette façon-là ou d'une autre. Et quelque part, nos capacités comment dire, de dépassement sont limitées. Je n'ai pas trouvé d'autres sujets pour l'instant. Peut-être je n'ai pas bien anticipé la question, ce qui fait que je me retrouve un peu à court de sujets. Qu'est-ce que je pourrais approcher comme histoire? Je pourrais m'attaquer à la magie noire ou magie blanche, j'ai pas trop envie. Je pourrais m'attaquer à cette histoire. Pour l'instant, je sais pas, je pourrais. Qu'est-ce que j'ai noté là quelque part? Est-ce que j'ai noté quelque chose qui pourrait m'aider à avancer? Peut-être par rapport à la question de l'intime, je ne sais pas, peut-être l'intime, de ce qui en fait les blocages, ce qui fait qu'en fait, par exemple, cette propension qu'on a en fait par rapport à cette idée de, comment dire, de nous diviser. Et quelque part, cette tendance qu'on a à chaque fois à nous diviser en classes, en catégories, en race, peu importe les mots, mais cette tendance qu'on a à nous diviser, à créer des distances entre les uns et les autres. Alors donc cette histoire, il y a peut-être la notion d'espace privé, la notion d'espace intime. Cela aussi varie d'une société à une autre. Les limites d'une société ne sont pas les mêmes, ne sont pas celles d'une autre. Donc l'espace, les tabous, les interdits sont là, les interdits basés sur
aucune rationalité. C'est des interdits qui sont en fait transmis d'une génération à une autre, les interdits qui façonnent, qui obèrent toute capacité à se libérer, à s'émanciper. Et donc, l'interdit devient un élément vital à sauvegarder, un élément essentiel de l'identité de la personne qui le porte, qui le nourrit, qui le défend. Donc cette histoire peut être attaquer l'histoire de l'enrichissement personnel, cette histoire quelque part qui veut qu'on s'occupe plus de bien-être de ses proches plutôt que du bien-être de la collectivité tout entière. Je pourrais ajouter toute l'humanité tout entière. Après, je pourrais ajouter aussi tous les êtres qui sont sur cette terre dans leur intégralité. Cette histoire de rechercher le bien-être, c'est-à-dire individuel ou micro-collectif, cela fait qu'il y a des stratégies différentes, des stratégies d'enrichissement, des stratégies de domination, des stratégies d'exploitation, des stratégies on soumet l'autre à son désir, on soumet l'autre à quelque part. Peut-être que j'ai échoué dans le traitement, dans l'approche de cette question de la limite de la rationalité, et qu'il faudra que j'y revienne pour avoir des idées pour avoir des exemples plus élaborés. C'est un exercice, d'abord, c'est un exercice pour voir si il me reste quelques éléments de vocabulaire, la sociologie contemporaine, et quelque part, si mes capacités d'analyse sont encore bien vives, je fais appel à des termes. Après, pourquoi je bloque sur les sujets? Parce qu'il y a des sujets, il y a un sujet fondamental que je ne veux absolument pas traiter, parce que c'est l'Internet, et c'est quelque part, rationnellement, je n'ai pas de problème. Après, je pourrais avoir des problèmes avec des gens qui n'ont pas la même approche rationnelle que la mienne. Donc j'ai intérêt à développer mes propres interdits, que ce soit les interdits pour des raisons politiques, idéologiques ou autres. Il y a des limites. C'est ces limites-là qui, quelque part, mettent en échec tout esprit rationnel. Voilà, il y a quelque part, voilà, la rationalité. Je pourrais aussi peut-être prendre l'exemple des amis de la raison, les cercles rationalistes, ou je ne sais pas comment on les appelle, en France, qui existent, qui érigent la raison en quelque chose qui serait au-dessus de tout. La raison raisonnante. Il n'y a pas spécialement à défendre la rationalité et la raison plus qu'une autre façon de penser ou une façon d'analyser. C'est uniquement, l'intérêt, c'est de trouver le moyen le plus approprié pour résoudre un problème. Parce que il y a des données, il y a un problème, il y a des données, il y a des possibilités, il y a des impossibilités, il y a quelque chose à proposer ou il n'y a rien à proposer. Si par exemple j'attaque un problème du style, voilà, ça me vient à l'esprit, cette année le Maroc va connaître une année de sécheresse certainement très éprouvante, très extrême, pourquoi pas dire catastrophique. Mais quelque part, à quoi bon ce serait de maintenir des gens, je veux dire, dans cet état de vie, alors que par exemple d'autres pays qui ont des climats plus, comment dire, des climats plus favorables pourraient subvenir aux besoins, et quelque part on pourrait consacrer tout le territoire du Maroc plus au tourisme, parce qu'il y a qui dit sécheresse dit soleil. Donc quelque part on pourrait consacrer ce territoire plutôt au
au tourisme et plutôt qu'à la culture. Quelque part, face à soi-même, il y a un spectacle qui est, comment dire, assez affligeant. Ces gens qui attendent la pluie avec anxiété. Maintenant, ce jour-ci, avec beaucoup, plutôt carrément avec résignation et désespoir. L'année est perdue. Donc, les gens s'attachent à leur terre malgré le constat récurrent de la, comment dire, de la précarisation de l'activité. L'activité est devenue précaire au plus haut point. Il n'est plus possible de dire je vais avoir tant d'années de précipitations normales, acceptables. Non, chaque année c'est la loterie, chaque année c'est l'inconnu. Donc quelque part, il faudrait renoncer à cette activité dans beaucoup de régions parce que cela n'est plus économiquement, n'est plus viable. Donc l'analyse rationnelle voudrait que face à un problème insoluble, on fait rien, on quitte, on résout le problème en allant voir ailleurs quelque part. Et en sortant du cadre. Voilà, quelque part, il y a, voilà, quelque part, la rationalité offre des cadres, comment dire, la possibilité d'inventer des cadres cognitifs. Quand les cadres cognitifs, quand les cadres comment dire, donc quand la connaissance est en crise, quand la connaissance, quand le rapport qu'on a aux choses est quelque part est insuffisant à répondre à nos problématiques, et quelque part le dépasser par l'invention d'autres catégories cognitives. Donc les catégories cognitives voudraient qu'on fasse un saut mental, une transformation, comment dire, une élévation, quelque part, le risque prendre le risque de se déstabiliser dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de réagir aux choses, se déstabiliser parce que c'est la seule solution, se mettre quelque part en déséquilibre, se mettre en question, c'est la seule manière qui puisse permettre de trouver peut-être l'approche qui convient au problème du moment. Donc, c'est la capacité, voilà, c'est le problème de l'invention de cadres idéologiques, de cadres de référence socio-culturels qui nous emprisonnent au lieu de quelque part, bien sûr, ils offrent comment dire, un certain confort parce que ce sont des cadres déjà prêts à l'emploi. Il y a un certain nombre de gens qui trouvent bien leur place dans ces espaces-là, et d'autres ne trouvent pas leur place. La tendance au départ, je n'utiliserai pas le mot exil, au départ à l'expatriation, cette tendance, elle n'est pas que économique. Et bien entendu, si elle n'était que économique, elle ne serait pas entreprise par des gens qui ont déjà une certaine aisance économique. Donc c'est aussi parce que il y a une crise. Il y a une crise dans l'approche, une crise globale, qui est qu'un certain modèle socioculturel a vécu. Donc, quelque part, ce modèle socioculturel, la relation entre les individus, dans la relation avec le pouvoir, dans la relation à la société tout entière, est-ce qu'il la faisait tourner, est-ce qu'il la régissait. Donc, sa société arrive en crise parce qu'elle offre des modèles, soit elle n'offre pas obligatoirement, elle est en panne de modèles. Donc les gens vont aller voir ailleurs et quelque part, peu importe les risques, et cela leur offre une capacité
à se renouveler. C'est quelque part, bien sûr, ils transportent avec eux un certain nombre de bagages socioculturels, mais ils ont, ils ont une certaine marge de manœuvre, toute nouvelle, et cette marge de manœuvre, peut-être c'est le moyen qui va peut-être leur permettre de résoudre une partie comment dire, de leur problème. Il y a obligatoirement le, le changement de cadre permet le dépassement de certains blocages. Donc, réaliser les unions matrimoniales qu'on ne réaliserait pas dans le pays d'origine, acquérir une certaine liberté, une certaine souplesse. Voilà, une certaine souplesse. Allons-y pour les mots, nous sommes dans les mots. Les mots, bien sûr, essaient de traduire une réalité. Les mots, évidemment, dans leur variabilité, dans leur éventail, sont quelquefois difficiles, encore quelques difficultés à répondre à la complexité de situations sociales qui varient largement. Cette variabilité est quelque chose qui est difficile à cerner, qui est difficile à circonscrire. Et par exemple, la reproduction, je trouvais un petit exemple, dont des gens qui partent à l'étranger, qui sont obligatoirement face à une culture dominante, parce qu'ils sont en minorité. On conçoit, enfin on suppose qu'ils sont en minorité. Un départ n'est pas un départ massif, au point de constituer des populations, même égalité numérique, même échelle numérique, que la population qui était auparavant, qui était là déjà dans le territoire. Donc obligatoirement ils sont en minorité ils ont face à eux une culture dominante, et chacun a sa stratégie pour faire face à cette culture, pour exister, pour apporter des arrangements. Donc il y a des tas de compromis, etc. Et on voit en face non seulement des replis communautaires, comme on dit. Il y a, au lieu de s'ouvrir, dans le sens où au lieu d'avoir un rapport dynamique, un rapport d'appropriation, un rapport d'inclusion face à la culture de pays d'accueil, si on peut dire, on a plutôt quelque part une tendance à valoriser les éléments hérités ou les éléments identifiants de la société d'origine. Donc quelque part, c'est avec une surdimensionnalisation de ces éléments-là, une survalorisation, et on a en face de nous quelque part comme des arrêts, quelque part des gens qui s'arrêtent à un moment donné d'interagir de façon dynamique avec la société dans laquelle ils vivent. Ils prennent en sorte un certain nombre d'éléments, et ils en font des éléments indépassables, un horizon indépassable. Donc finalement, et après on a à l'intérieur de ce que les autres considèrent comme une communauté, ils les voient, parce qu'ils voient cette tendance comment dire, qu'ont ces gens-là quelque part à se fréquenter, et cela est traduit comme un réflexe communautaire. C'est-à-dire que quelque part il y a une communauté, donc des gens qui partagent un certain nombre de références. Donc on suppose, évidemment, en opposition avec les références d'autres, peut-être d'autres communautés. Donc obligatoirement, cela les distingue, et à l'intérieur de ce que on a l'habitude d'appeler des communautés, il y a des sous-communautés. Des sous-communautés, des sous-appartenances, des sous-identités. Alors ces identités-là qui étaient quelque part non mises en avant, c'était des identités qui en fait coexistaient de façon relativement équilibrée avec la culture dominante dans le pays d'origine, deviennent des éléments de fragmentation. Ça, là on voit
l'extérieur, la personne extérieure voit une communauté, celui qui quelque part assigné à cette communauté voit plutôt une décommunauté. Cette communauté est une communauté fictive, une communauté théorique, mais dans la pratique, c'est une communauté éclatée. C'est des gens qui peut-être donneront l'aspect de former un corps, mais ils n'ont pas cette corporalité partagée, ils n'ont pas cette identité partagée qu'on leur confère. Donc ils sont à développer des replis je ne sais pas, à revenir sur le parler de leur région de naissance, sur les habitudes, peut-être qu'ils feraient des unions matrimoniales en rapport avec leur région d'origine, non pas leur pays d'origine, leur région d'origine. Et on en a quelque chose qui fait que ça ajoute à la difficulté d'avoir des relations pleines et satisfaisantes avec ce qui se passe dans le pays d'accueil. Cette incapacité à peser, à exister en tant que citoyen contributeur, en tant que citoyen actif pour répondre aux problèmes qui se posent dans le pays dans lequel on vit. Et c'est rationnellement, normalement, chacun qui est face à des défis réciproques qui partagent avec un autre, devrait s'unir. Or, cette union-là ne se fait pas dans la réalité. C'est plutôt des réflexes des réflexes de fuite, carrément, des réflexes d'évitement. On a un évitement, et en fait, finalement, le pays d'accueil a besoin d'un corps pour lui faire face, quelque part, a besoin d'un corps unifié, d'un corps solide, d'un corps costaud pour pouvoir exister, à amener ses propres revendications. Si on estime, par exemple, que l'histoire du vote pour les résidents en France a été enterré, quelque part peut-être un projet mort-né. Si cette histoire, c'est parce que les gens qui sont concernés par la question ne se sont pas mobilisés. Il y a là une question, et pourtant c'était une question stratégique, une question plus haut point, et il aurait fallu se saisir à côté symbole de cette revendication-là pour dire que stop à la mise à l'écart, stop à la marginalisation. Nous sommes partie prenante de ce pays. Nous n'avons peut-être pas la nationalité, comme on dit, de ce pays. Mais par contre, nous sommes aussi, quelque part, nous vivons dans un territoire. Et nous ne vivons pas dans des régions, dans toutes les régions. Là où nous vivons, là où nous existons quotidiennement, nous devons être reconnus, nous devons apporter notre voix. Et donc, quelque part, l'histoire qui voudrait que, parce que nous payons des impôts, c'est pas l'histoire. Il n'y a pas à dire je paie des impôts, donc j'ai droit à voter. Non, c'est que je suis dans un territoire, donc j'ai mon mot à dire sur toutes les politiques sont menées dans ce territoire. Politique éducative, politique urbaine, politique sociale, politique fiscale. Il y a tout un tas de secteurs qui quelque part, qui concernent chacun. Politique de transport, par exemple. Et le choix par exemple, je me rappelle le choix du métro pour Toulouse, et quelque part, c'était un choix qui, moi, me paraît contestable. Je veux dire, j'aurais bien été pour le tramway dès le départ, et non pas pour le métro, parce qu'il fallait mettre Matra en avant, qu'il y ait une réalisation de Matra pour pouvoir vendre le métro à l'étranger. Donc il y avait une sorte d'unanimisme à Toulouse sur la question, donc la question est passée. Mais il devait certainement y avoir des voix discordantes, des gens qui n'étaient pas pour ce projet, coûteux, très coûteux évidemment. Et alors, donc,
la tendance de l'être humain en situation d'infériorité ou non, à quelque part à pratiquer le repli, est une situation qui pose problème à la rationalité. Voilà, donc je reviens pour finir sur la question des amis, la raison et des choses comme ça. Et quelque part, ils ont la conception, ils ont l'idée qu'ils sont supérieurs aux autres, parce que eux, ils ont cette capacité, ils n'ont pas peur quelque part. Ils ont cette force, ils ont comment dire, ils sont les légitimes tenants de plein ils sont les héritiers peut-être de la Révolution française, peut-être on va y ajouter la laïcité, alors que normalement la laïcité n'a rien à voir avec la raison. La laïcité, c'est obligatoirement la séparation entre l'État et l'Église. Mais la laïcité, donc il faudrait inventer un autre mot, parce que la laïcité, ça renvoie aux laïcs qui étaient des membres comment dire, des officiants, mais qui n'étaient pas qui n'étaient pas des qui n'étaient pas des prêtres, mais qui participaient à la vie d'église. Donc, quelque part, on a pris le mot qu'on avait, mais il reste étroitement lié à un cadre de référence religieux. Donc, l'idée, la raison comme ultime horizon, et pourrait être, évidemment, la raison voudrait que même la raison elle-même est contestable, qu'elle voudrait qu'il n'y ait pas de raison ultime, que quelque part nos actes, nos raisonnements, nos analyses sont obligatoirement liés à des conditions, à des déterminismes socio-culturels. Même quand on veut aller au-delà, on est encore dans le déterminisme. Ces limites-là, heureusement que je finis avec ça, c'est les limites de cette pratique de l'analyse rationnelle qui veut que quelque part on prend une attitude non combative, mais non pas combative, mais non pas qu'on soit dans le combat, mais qu'on soit quelque part dans le travail au long cours, quelque part. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat. C'est que permettre à un maximum de gens d'être en maîtrise de leur destin, quelque part de permettre à un maximum de sociétés de faire face aux défis présents et à venir, de permettre comment dire, à l'humanité d'être en capacité d'avoir des rapports apaisés avec son environnement, des rapports apaisés avec ses membres, en considérant que on a plus à gagner à travailler ensemble qu'à se diviser, ou qu'à se faire la guerre, ou qu'à s'entretuer. Donc quelque part, chaque être humain peut représenter un potentiel de collaboration, un potentiel de choses intéressantes. Et quelque part, toute l'humanité est la bienvenue. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas obligatoirement d'excédent. Il n'y a pas d'excédent parce que de toutes les façons, on vit une phase d'expansion et obligatoirement d'autres phases vont la suivre, logiquement, rationnellement. Des phases d'expansion sont suivies par des phases de recul, par des phases comment dire, de crise, par des phases et donc, quelque part, l'humanité qu'on perçoit comme excessivement, numériquement parlant, excessivement, comment dire, le nombre serait excessif et le nombre dépasserait les capacités ou les ressources de la Terre. Cela est quelque part un peu trop présomptueux. Le raisonnement, là, il est un raisonnement un peu biaisé, parce que
l'humanité d'aujourd'hui est obligatoirement, peut-être sera encore plus nombreuse demain, mais après-demain, peut-être qu'elle sera beaucoup moins nombreuse, et parce que les conditions auront changé, des tas de choses qui peuvent, encore une crise de natalité encore plus importante, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que pendant que certains parlent de surpopulation, des sociétés font face à des crises, comment dire, à la dénatalité, et voilà, donc parce que des phénomènes sociaux, culturels font que les mariages, les unions ne se font pas, et qu'un certain nombre de femmes voilà, restent non productives. Voilà, c'est une question, la baisse de la productivité des femmes, pour dire les choses crûment. Donc j'ai essayé dans ce cadre, d'approche de parler de choses, faire un peu le sociologue. Je pense avoir pas trop bien réussi, mais si vous voulez me critiquer, libre à vous. La question est de faire, comment dire, de faire, pas réexister, mais de faire émerger des choses que je garde en moi, même ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire, au niveau des concepts, au niveau de terminologie, de faire, comment dire, réémerger ces catégories-là, et peut-être de faire ce travail d'analyse, un travail en lui-même intéressant pour faire face au déterminisme biologique qui veut que la cognition est aussi sujette à variation, et que la cognition comment dire, connaît sa phase d'expansion et sa phase de recul, et quelque part je vais, au vu de mon âge, moi aussi connaître ce déclin cognitif. Donc en faisant cet effort verbal, cet effort mental, j'essaie d'aller un peu contre le courant. L'intérêt, ce n'est pas de réussir à faire quelque chose de spécialement bien construit, bien charpenté. C'est plus de faire un essai. La question, c'est l'essai. Après, peut-être, à un autre moment, je serai avec beaucoup plus d'exemples, comment dire, bien parlants, encore plus parlants que ceux auxquels j'ai fait appel. Je compte sur votre bienveillance, et à un autre moment.